Des policiers racistes battent un adolescent noir, puis le karma frappe fort. Malik ne dormit presque pas cette nuit-là. Allongé sur son lit, les yeux grands ouverts, il revivait la scène encore et encore. Chaque coup qu'il avait reçu, chaque humiliation, chaque parole cruelle, se répétait dans sa tête comme un écho incessant. Le bruit des coups résonnait dans ses oreilles, tout comme les rires moqueurs du policier. Mais ce qui le perturbait le plus, c'était la sensation de ne pas pouvoir respirer, d'avoir été étouffé sous un poids trop lourd, un poids qu'il ne pouvait expliquer. Il voulait crier, mais il ne savait pas comment. Il voulait se défendre, mais il n'avait rien à dire, rien à offrir à part son corps brisé et sa dignité piétinée. Au matin, une légère lueur de soleil pénétra par la fenêtre, mais il se sentait épuisé, vidé de toute énergie. Il n'avait pas faim, ni soif, juste une vague de ressentiment qui flottait dans son estomac. Il se leva difficilement, se rendit dans la salle de bain et regarda son reflet dans le miroir. Ses yeux étaient cernés, son visage marqué par une nuit d'insomnie. Il se lava le visage, mais cela ne le réveilla pas vraiment. Il n'était pas sûr de ce qu'il devait faire, de ce qu'il voulait faire. Sa mère, comme chaque matin, était déjà en train de préparer le petit déjeuner. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour rendre leur quotidien aussi normal que possible. Mais Malik savait qu'elle sentait la tension dans l'air, qu'elle savait que quelque chose avait changé en lui. Elle ne posa aucune question, préférant lui laisser le temps de parler quand il serait prêt. Mais Malik sentait qu'il n'avait plus le choix. Il devait en parler. Il devait comprendre ce qu'il ressentait. Ce matin-là, après avoir avalé un morceau de pain à peine beurré, il se leva brusquement de la table. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait l'impression qu'il devait sortir, qu'il devait faire quelque chose. Sa mère lui lança un regard interrogateur, mais il évita son regard et sortit en silence. Les rues étaient calmes, comme d'habitude. Mais Malik ne pouvait pas s'empêcher de regarder autour de lui, se demandant si les policiers étaient toujours là, planqués quelque part, prêts à intervenir au moindre signe de trouble. Il se sentait observé, mais pas seulement par les policiers. Il se sentait comme un étranger dans son propre quartier, un jeune homme qui ne pouvait plus marcher librement sans se demander s'il allait être accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Il se rendit à l'endroit où tout avait commencé. L'asphalte gris, les trottoirs familiers, mais tout semblait différent maintenant. Chaque coin de rue lui rappelait l'humiliation qu'il avait subie. Il se demanda combien de jeunes comme lui avaient vécu la même chose. Combien avaient été arrêtés, humiliés, battus. Mais combien d'entre eux avaient eu la chance d'en sortir vivants? Un sentiment de révolte monta en lui. Il avait besoin de parler. Il avait besoin de faire entendre sa voix. Mais comment? Comment commencer à changer les choses quand on est une simple victime dans un système qui semble indifférent à la souffrance des autres? Malik n'avait pas de réponse, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il devait agir. Il décida alors de se rendre au centre communautaire, un endroit où il avait souvent traîné avec ses amis. Là, il parlait, riait, et tentait d'oublier un peu les difficultés de la vie. Mais aujourd'hui, il n'allait pas seulement chercher du réconfort. Il avait une mission. Il devait trouver des gens qui, comme lui, étaient prêts à se battre. Prêts à ne pas se laisser faire. Le centre communautaire était animé comme d'habitude. Les jeunes traînaient autour des tables, jouaient au basket ou discutaient des dernières nouvelles. Malik s'approcha de quelques amis, son regard déterminé. Ils remarquèrent immédiatement qu'il n'était pas le même qu'avant. Ses yeux étaient plus durs, son visage plus fermé. Quelque chose avait changé. Ils l'interrogèrent, et il leur raconta ce qui s'était passé, comment il avait été battu par la police sans raison, sans explication. Il parla de la colère qui bouillait en lui, du sentiment d'injustice qui l'envahissait. « C'est pas possible de laisser ça continuer, vous comprenez ?» dit-il, la voix tremblante. « On peut pas juste fermer les yeux et continuer comme si de rien n'était. C'est à nous de changer ça. À nous de parler. » Ses amis l'écoutaient, d'abord silencieux, puis un murmure d'approbation commença à circuler parmi eux. Certains hochèrent la tête, d'autres se levèrent et se rapprochèrent de Malik. Il y avait une force qui émanait de lui maintenant, une énergie nouvelle qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il n'était plus seulement la victime. Il était devenu une voix pour ceux qui n'avaient pas la force de parler. « Tu penses qu'on peut vraiment changer les choses, Malik ?» demanda l'un de ses amis, un jeune homme du nom de Rami, qui avait souvent partagé des moments avec lui dans ce même centre. « C'est pas facile. La police, c'est pas un ennemi qu'on peut battre facilement.
Et même si on essaie, ils nous écrasent. Malik le regarda, déterminé. C'est pas facile, je le sais. Mais c'est justement pour ça qu'on doit essayer. Pour que ça ne se reproduise pas. Pour que personne d'autre ne vive ce que j'ai vécu. Ce qui est arrivé à moi, ça peut arriver à n'importe qui ici. Vous le savez, vous aussi. Il faut se lever, se battre. On peut pas rester là à attendre qu'un miracle se produise. Les autres se regardèrent, puis acquiescèrent lentement. C'était un petit groupe, mais l'étincelle de l'engagement avait été allumée. Malik n'était plus seul dans cette lutte. Ses amis étaient prêts à l'accompagner, à se battre pour leur communauté, pour la justice. Et ce n'était qu'un début. Mais Malik savait que ce qu'ils allaient faire ne serait pas facile. Le système était trop enraciné, trop puissant. Ils allaient devoir affronter des obstacles à chaque coin de rue, à chaque mouvement qu'ils feraient. Mais plus que tout, ils allaient devoir faire face à la peur. La peur de représailles. La peur d'être ignorés. La peur de perdre encore une fois. Mais ils n'avaient pas d'autre choix. Le silence n'était plus une option. Leur silence avait permis à la violence de continuer, à l'injustice de prospérer. Maintenant, ils allaient briser ce silence. Au fil des jours qui suivirent, Malik et ses amis commencèrent à organiser leur mouvement. Ce n'était pas un grand rassemblement ou une manifestation impressionnante. C'était quelque chose de plus petit, mais tout aussi puissant. Ils se retrouvaient tous les après-midi dans le centre communautaire, parlant, planifiant et se préparant à la résistance. Leurs discussions n'étaient pas toujours faciles. Il y avait de la frustration, de l'incertitude, mais surtout un désir de changer les choses, d'agir. Malik n'était plus le jeune homme qui se sentait brisé, incapable de répondre à l'injustice. Il avait trouvé une nouvelle force, celle de ne plus se taire. Il savait qu'il devait continuer à avancer, peu importe les difficultés. C'était pour lui, mais c'était aussi pour tous ceux qui n'avaient pas eu la chance de se battre. Ils commencèrent à organiser de petites manifestations, au départ discrètes. Des rassemblements devant le commissariat, des marches à travers la ville, des discussions dans les écoles et les quartiers voisins. Ils parlaient aux gens, leur racontaient ce qui était arrivé à Malik, ce qu'il vivait au quotidien. Peu à peu, de plus en plus de personnes se joignaient à eux, des jeunes comme eux, mais aussi des adultes, des parents qui se reconnaissaient dans la souffrance de Malik. Leur message était simple mais puissant, la brutalité policière devait cesser. Les violences racistes n'étaient plus acceptables. Mais bien sûr, tout ne se passa pas sans heurts. Les autorités locales commencèrent à prêter attention à ce petit groupe d'activistes. Certains policiers les surveillaient discrètement, cherchant à les intimider, à les faire taire. Malik savait que cette pression allait augmenter au fur et à mesure que leur mouvement gagnait en popularité. Mais il ne pouvait pas reculer. Pas maintenant. Un après-midi, lors d'une manifestation improvisée en plein centre-ville, les choses prirent une tournure inattendue. Des centaines de personnes étaient venues pour marcher aux côtés de Malik et de ses amis. C'était un moment historique pour leur communauté. Mais cela attira aussi l'attention des autorités. Les policiers arrivèrent rapidement, en grand nombre. Leurs visages étaient fermés, leur attitude menaçante. Malik sentit une montée d'adrénaline dans ses veines. Il savait que cette manifestation pourrait mal tourner. Le moindre faux mouvement pourrait dégénérer. Mais il ne pouvait pas leur donner raison. Il devait garder son calme, leur montrer que ce qu'il faisait était juste. Le groupe marcha en silence, les poings levés en signe de solidarité. Malik marchait en tête, son regard fixe, son cœur battant fort dans sa poitrine. Soudain, un cri brisa le silence. « Retournez chez vous. Vous n'êtes rien », lança un policier, en s'approchant rapidement de Malik. Mais Malik ne bougea pas. Il s'arrêta face à face avec l'officier, son regard déterminé. Il ne se laisserait pas intimider. « Nous sommes plus que ce que vous pensez de nous, dit-il, sa voix forte et claire. Nous sommes des êtres humains, et nous avons le droit de vivre sans avoir peur de vous. » Le policier le fixa pendant un moment, puis, d'un geste brusque, il se tourna vers ses collègues. Ils commencèrent à encercler le groupe, avançant lentement mais sûrement. La tension monta d'un cran. Malik pouvait sentir l'agitation croissante autour de lui. Des murmures se firent entendre parmi la foule. Les gens se regardaient, cherchant à comprendre s'ils allaient être attaqués ou laissés tranquilles. Puis, soudain,
un autre policier fit un geste agressif. Il attrapa un manifestant par le bras, le jetant à terre sans préavis. Malik sentit une vague de colère lui envahir le corps. Il se précipita en avant pour intervenir, mais une autre main le retint fermement. C'était Rami, l'un de ses amis. « Lâche-le » cria Malik, son visage rouge de rage. Rami le regarda, son visage sombre. « On ne peut pas réagir comme ça. Pas ici. Pas devant eux. » Malik se figea un instant. Il savait que Rami avait raison. La violence n'avait jamais été la solution. Mais comment réagir face à tant d'injustice? Il voulait se battre, crier, mais il savait que c'était exactement ce que la police attendait. Il voulait qu'il fasse une erreur. Il voulait avoir une excuse pour le réprimer davantage. Le groupe commença à reculer lentement, tout en continuant de scander des slogans. Justice pour les victimes. La violence policière doit cesser. Malik et ses amis restaient unis, les poings serrés, le regard droit. Ce n'était pas leur dernière manifestation, loin de là. Ce n'était que le début. Au fur et à mesure des jours suivants, les tensions se multipliaient. Les policiers étaient plus nombreux, plus agressifs. Mais Malik ne fléchissait pas. Il savait que la route serait semée d'embûches, que leurs actions allaient être surveillées, peut-être même réprimées. Mais il était prêt à tout sacrifier pour faire entendre sa voix. Le groupe se renforça peu à peu. D'autres jeunes, d'autres adultes, commencèrent à se joindre à eux. Ils commencèrent à organiser des réunions publiques, des marches nocturnes, des discussions sur les réseaux sociaux. Le message de Malik se répandait au-delà de sa ville. Il n'était plus seul. Un soir, Malik reçut un appel qui allait changer beaucoup de choses. C'était une journaliste d'un grand média qui avait suivi leur mouvement. Elle avait vu les vidéos de la manifestation, les témoignages, et elle voulait les intervieweurs. « Malik, dit-elle au téléphone, j'ai vu ce que vous faites, et je pense que le monde doit savoir ce qui se passe ici. Vous avez quelque chose de puissant, quelque chose que beaucoup d'autres jeunes ressentent. On peut donner de l'écho à votre cause. » Malik sentit son cœur s'emballer. C'était une opportunité en or, mais aussi un risque immense. S'il acceptait, il savait qu'il ne pourrait plus revenir en arrière. Cela allait attirer l'attention des autorités, encore plus. Mais il n'avait plus de doute. Il ne pouvait pas reculer maintenant. Son mouvement était plus qu'une simple révolte contre la police. C'était un appel à la justice, un cri de résistance contre des années d'injustice systémique. « Je suis prêt », répondit-il, la voix tremblante d'émotion. « On ne peut pas laisser ce système continuer comme ça. Les gens doivent savoir ce qui se passe. Les jeunes doivent savoir qu'ils peuvent se battre. » Le jour de l'interview, Malik se présenta devant la caméra. Il savait que tout ce qu'il disait allait avoir un impact. Ce n'était pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui se sentaient impuissants, invisibles. Les mots qu'il prononça résonnèrent dans toute la ville. Ce n'est pas juste ma lutte, c'est celle de tous ceux qui souffrent en silence. C'est une lutte pour la dignité, pour la justice. Et tant que nous serons vivants, nous continuerons à nous battre. Les semaines suivantes furent marquées par une série de confrontations entre les manifestants et la police. Chaque nouvelle action de protestation semblait se heurter à une résistance de plus en plus violente. Le gouvernement, sentant que la situation lui échappait, renforça les mesures de sécurité et se lança dans une campagne de dénigrement à l'échelle nationale. Des journalistes loyaux au pouvoir, soutenus par des groupes d'extrême droite, commencèrent à diffuser des informations alarmistes sur le groupe de Malik. Les accusaient-ils d'être responsables des émeutes? De prôner la violence contre les autorités? Les articles, pleins de stéréotypes et de mensonges, étaient repris par les médias traditionnels. La pression contre Malik et ses amis augmenta de jour en jour. Leur téléphone était constamment sur écoute, leurs déplacements surveillés. Malik savait qu'il ne pouvait pas baisser la garde, que chaque mouvement pouvait être interprété comme une menace par les autorités. Mais ce qui était le plus difficile à gérer, c'était l'isolement croissant qu'il ressentait. Les appels à la solidarité étaient plus nombreux que jamais, mais il se rendait compte que de plus en plus de personnes autour de lui se retenaient de s'engager publiquement. La peur de la répression, l'incertitude de l'avenir, poussaient beaucoup à la prudence. Cependant, malgré les menaces, Malik savait qu'il ne pouvait pas reculer. Il n'était pas seul. Il y avait toujours cette énergie collective qui le soutenait, cette flamme allumée dans les cœurs des jeunes qui luttaient à ses côtés.
Il savait que la victoire ne viendrait pas de la violence ou de la confrontation directe. Elle viendrait de la persévérance, de l'unité et de l'engagement constant. C'est alors qu'un incident inattendu se produisit. Un jour, en rentrant chez lui après une journée de travail à organiser une réunion pour une future manifestation, Malik reçut un message privé sur ses réseaux sociaux. C'était un message d'un policier, envoyé via une fausse identité. « J'ai vu ce que vous faites, Malik. Tu crois vraiment qu'ils vont te laisser faire ça? Ils vont t'écraser. Mais si tu veux survivre à tout ça, tu ferais bien d'écouter ce que j'ai à dire. » Malik, d'abord surpris, ressentit un frisson de peur qui parcourut son échine. Cependant, sa détermination à faire entendre la vérité était plus forte. Après tout, ce message, bien qu'effrayant, ne faisait que confirmer ce qu'il savait déjà. Les autorités étaient prêtes à tout pour l'arrêter. C'était à lui maintenant de jouer sa carte avec intelligence. Mais une question persistait dans son esprit. Pourquoi ce policier semblait-il vouloir le prévenir? Dans les jours qui suivirent, la situation se détériora encore. Un autre membre de leur groupe, Farid, un jeune homme du même quartier que Malik, fut arrêté lors d'une manifestation pacifique. La police le soupçonnait d'être l'un des instigateurs des troubles récents. Il avait été arrêté en raison de son implication dans la collecte de témoignages et de preuves contre la brutalité policière. La nouvelle de son arrestation se répandit rapidement dans la communauté, ravivant la colère et l'indignation parmi les manifestants. Malik savait que c'était un tournant décisif. Si Farid restait en détention, cela risquait de démoraliser les troupes et d'envenimer encore la situation. Il décida de se rendre directement au commissariat pour exiger sa libération, accompagné de plusieurs membres du mouvement. On ne va pas se taire. Farid doit être libéré immédiatement, ou il y aura des conséquences, déclara Malik à l'un de ses amis qui l'accompagnait. Ils arrivèrent au commissariat, mais la confrontation se fit rapidement violente. La police refusa de leur donner des informations et tenta de les repousser. Malik, les mains levées, exigea une rencontre avec le responsable local pour discuter de la situation de Farid. Mais au lieu de répondre, un groupe de policiers en uniforme fonça sur eux, les empêchant d'approcher du bâtiment. Une nouvelle escalade venait de se produire, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Une caméra de surveillance, située au-dessus de la porte du commissariat, filmait en direct tout l'incident. C'est là que tout changea. Le lendemain, les images de l'agression de Malik et de son groupe circulaient sur les réseaux sociaux. Ce qui avait été un simple incident de plus devint un symbole. La police agissant en toute impunité contre des citoyens pacifiques, ne cherchant qu'à défendre un ami injustement emprisonné. La vidéo devint virale, et les commentaires affluèrent. Des jeunes, des parents, des travailleurs, des activistes de tout le pays commencèrent à prendre la parole. Des manifestations de soutien à Malik émergèrent dans d'autres villes, et les militants des droits civiques et des avocats spécialisés dans la défense des droits humains se joignirent à lui. Les autorités, conscientes de la dimension que prenait désormais ce mouvement, décidèrent de riposter avec encore plus de force. Mais au lieu de briser la résistance de Malik, cela ne fit que l'alimenter davantage. Dans les jours qui suivirent, Malik lança un appel solennel à la mobilisation. Ils organiseront la plus grande manifestation de toutes. Mais cette fois, ce serait plus qu'une simple marche dans les rues. Ce serait un acte de résistance symbolique contre un système qui ne les écoutait pas, qui les réduisait au silence. Malik voulait que ce soit une journée où chaque voix serait entendue. Une journée où les autorités ne pourraient plus ignorer l'appel à la justice. Le jour de la manifestation arriva, et ce fut un événement historique. Des dizaines de milliers de personnes défilèrent dans les rues, portant des pancartes, des drapeaux et des banderoles appelant à la fin des violences policières, à l'égalité et à la justice. Les visages de ceux qui avaient été réduits au silence pendant trop d'années étaient désormais sur les affiches. Et Malik, en tête du cortège, se sentit comme un catalyseur d'un changement irréversible. Il savait que ce moment marquait un tournant. Cependant, le gouvernement restait sur la défensive. Les médias, désormais partagés entre les opinions favorables au mouvement et les critiques acerbes des autorités, ne pouvaient plus ignorer ce qui se passait. Malik et son groupe avaient réussi à provoquer une onde de choc, et cela commençait à faire peur aux puissants. Mais dans l'ombre, les menaces restaient. Malik savait que tout ce qu'il avait bâti pouvait être détruit en un instant, qu'il pouvait être réduit au silence par un coup de force, ou pire. Et pourtant, il était plus déterminé que jamais à aller jusqu'au bout. Le prix qu'il avait payé jusque-là était lourd,
mais c'était un prix qu'il était prêt à continuer de payer pour chaque vie qui se faisait écraser sous le poids du système. Le changement ne viendrait pas sans sacrifice, et Malik était prêt à tout pour voir cette révolution, cette révolte pacifique, prendre racine dans la société. Le lendemain de la grande manifestation, l'atmosphère était tendue. Les autorités, prises de court par la quantité de manifestants, avaient renforcé la présence policière dans toute la ville, et particulièrement dans les quartiers les plus mobilisés. L'impact de la marche était évident. Les rues étaient pleines de discussions sur la brutalité policière, et les gens avaient pris conscience de l'ampleur de la situation. Mais, malgré ce succès retentissant, la répression ne tarda pas à s'intensifier. La première action des autorités fut d'ordonner la dispersion immédiate de toute manifestation. Des arrestations arbitraires eurent lieu, des jeunes furent emmenés de force, certains simplement pour avoir été présents à la manifestation, d'autres pour avoir filmé des actes de violence policière. Malik, bien qu'il soit le leader de ce mouvement, savait que sa priorité devait être la protection de ses amis et des autres manifestants. Il se faisait de plus en plus discret, ne voulant pas donner aux autorités une occasion de l'arrêter, surtout maintenant qu'il était devenu une cible de premier choix. Cependant, l'attaque contre son mouvement ne se limitait pas seulement à l'arrestation de militants. Les autorités commençaient à utiliser des méthodes plus sournoises pour affaiblir le soutien populaire. Ils intensifièrent leur campagne de propagande, cherchant à discréditer Malik et les membres du mouvement. Les médias publics commencèrent à diffuser des informations biaisées, peignant Malik comme un agitateur violent, un leader radical sans aucune vision constructive. Les policiers furent dépeints comme des héros de la nation, des gardiens de la paix. Mais Malik ne se laissa pas abattre. Il savait que c'était un combat de longue haleine, et que ce genre de guerre médiatique faisait partie du prix à payer pour provoquer un véritable changement. Il ne répondit pas à la violence par la violence, mais chercha à utiliser son plus grand atout, la solidarité et l'unité. Le message de son mouvement n'était pas simplement un cri de révolte contre les autorités, c'était une dénonciation de l'injustice, de la discrimination systématique, de la manière dont des vies humaines étaient écrasées par un système autoritaire et déshumanisant. Mais à mesure que le soutien populaire augmentait, de nouvelles tensions émergèrent parmi les membres du mouvement. La question du recours à la violence devint un sujet central des débats. Certains militants plus jeunes, impatients et frustrés par le manque de réponses concrètes de la part des autorités, commençaient à voir la violence comme une solution acceptable. « Si la police nous frappe, pourquoi ne devrions-nous pas riposter ?» disaient-ils, tout en exprimant leur frustration face à l'inaction des responsables politiques. D'autres, comme Malik, restaient fermes dans leur engagement pour la non-violence, convaincus que seule une résistance pacifique pourrait véritablement conduire à un changement durable. Malik sentit que c'était à lui de jouer un rôle clé dans ce débat. S'il cédait à la pression et à la tentation de recourir à la violence, cela risquait non seulement de mettre en péril son mouvement, mais aussi de renforcer les accusations portées contre lui et de donner aux autorités le prétexte de réprimer son groupe avec encore plus de brutalité. Mais comment convaincre les jeunes frustrés que la lutte pacifique était la seule voie? Ce dilemme le tourmentait, car chaque action semblait s'inscrire dans un contexte de plus en plus tendu et dangereux. Un soir, alors qu'il était seul dans son appartement, Malik se mit à réfléchir. Il repensa à toutes les personnes qu'il avait rencontrées depuis le début de son engagement. Des parents, des jeunes, des militants, des intellectuels, des journalistes. Il réalisa que la force de son mouvement ne résidait pas dans une simple question de confrontation physique, mais dans l'influence qu'il avait sur les esprits. Il ne pouvait pas permettre que la violence prenne le dessus. La solution, pensait-il, résidait dans l'éducation, dans la sensibilisation, dans l'élévation de la conscience collective. La pensée qui s'imposa à lui ce soir-là était claire. Il fallait amplifier la mobilisation, tout en l'accompagnant d'une campagne éducative et de sensibilisation. Malik savait que pour remporter cette bataille, il ne suffisait pas de faire entendre sa voix dans les rues. Il fallait convaincre les esprits, provoquer un changement radical de mentalité, élever les consciences sur les questions de racisme, de discrimination et de justice sociale. Il décida d'agir. Il lança une série de conférences, organisées dans les quartiers populaires, où il aborderait des sujets tels que les droits de l'homme, l'égalité, la non-violence et les moyens pacifiques de résister à l'oppression. Ces conférences seraient diffusées en ligne, afin de toucher un public plus large, de faire grandir le mouvement au-delà des frontières physiques des manifestations. Il comptait aussi impliquer des leaders d'opinion, des activistes internationaux, afin de créer un réseau mondial de soutien à leur cause. Les premiers événements furent un succès. Malik réussit à rassembler des centaines de personnes dans une salle, et même ceux qui étaient initialement sceptiques à l'égard de son approche pacifique commencèrent à entendre son message.
Les vidéos de ces conférences furent rapidement partagées sur les réseaux sociaux, et de plus en plus de jeunes se joignirent à lui, non pas seulement en tant que manifestants, mais en tant qu'acteurs du changement, prêts à sensibiliser leur communauté aux causes profondes de l'injustice. Mais alors que le mouvement gagnait du terrain, les attaques contre Malik et ses alliés se multipliaient. Cette fois, les autorités allaient plus loin. Dans la nuit, des inconnus prirent d'assaut l'appartement de Malik, jetant des pierres et des cocktails Molotov. Heureusement, Malik n'était pas chez lui ce soir-là, mais l'attaque laissa un sentiment de peur dans la communauté. Il savait que la situation allait empirer avant de s'améliorer. L'attaque fut un choc, mais elle renforça également la solidarité entre les membres du mouvement. Malik ne se laissa pas intimider. Bien au contraire, il utilisa cet incident pour galvaniser les esprits. Lors d'une nouvelle conférence, il fit une déclaration audacieuse. « Ils veulent nous briser. Mais vous savez quoi? Nous ne sommes pas seulement un mouvement, nous sommes un esprit, une voix. Et aucune attaque, aucune violence ne pourra nous arrêter. Parce que nous sommes la vérité. » Cette déclaration se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des centaines de milliers de personnes l'avaient vue, et une vague de soutien se déversa sur Malik et son groupe. Les jeunes, les familles, les travailleurs, tous se levèrent pour soutenir leur cause. Les manifestations devinrent encore plus nombreuses, mais elles restèrent pacifiques. Cependant, la violence n'allait pas cesser. Elle allait simplement prendre une autre forme. Le mouvement de Malik était désormais trop grand pour être ignoré. Mais plus le mouvement grandissait, plus il devenait vulnérable aux attaques du système. Les autorités savaient que si Malik et son groupe gagnaient cette bataille, cela signifierait un changement profond dans la société. C'était pour cela qu'elles étaient prêtes à tout. Les jours suivant l'attaque de son appartement, Malik se sentit plus déterminé que jamais. L'assaut de la maison n'avait pas seulement échoué à le briser, il avait renforcé l'unité au sein de son groupe et parmi les milliers de personnes qui le soutenaient. Il savait que chaque jour qui passait, chaque conférence qu'il animait, chaque message qu'il diffusait, contribuait à fragiliser la vision de la société qui avait toujours permis à la violence policière et à l'injustice raciale de prospérer. Mais, même avec ce sentiment de victoire intérieure, les obstacles se multipliaient. Le gouvernement, désireux de stopper ce qui commençait à ressembler à un soulèvement de grande ampleur, prit des mesures de plus en plus sévères. Ils décidèrent de rendre la répression plus ciblée, plus subtile, mais tout aussi douloureuse. Les arrestations se firent plus ciblées, certains de leurs alliés les plus proches furent emprisonnés, et les journalistes qui soutenaient leur cause furent confrontés à des menaces directes de la part des autorités. En plus des pressions exercées sur leurs proches, plusieurs membres de leur mouvement furent intimés de cesser leur engagement, sinon leurs familles seraient elles aussi persécutées. Cependant, les menaces de représailles ne firent que renforcer la solidarité parmi les membres du groupe. Ils savaient que si l'un d'entre eux tombait, ce n'était pas une défaite, mais un appel à la résistance. Il fallait que leur voix se fasse entendre, plus fort que jamais. Un sentiment de guerre ouverte s'installa, et, loin d'être divisés, leurs actions se firent plus déterminées. C'était comme si la répression devenait un moteur pour continuer à avancer. Le soutien international continuait de grandir, bien que les autorités fassent tout leur possible pour limiter l'accès à l'information. Des leaders d'opinion et des groupes de défense des droits humains se joignirent à la cause, appelant à des sanctions contre le gouvernement et à une réforme radicale des forces de l'ordre. De nombreuses manifestations éclatèrent à travers le monde en solidarité avec les protestations de Malik et ses alliés. Ces événements amplifièrent l'envergure du mouvement, mais aussi sa vulnérabilité. Le gouvernement ne pouvait plus faire semblant d'ignorer ce qui se passait, et comme il fallait s'y attendre, il décida de passer à la vitesse supérieure. Un jour, au matin, une nouvelle brèche se produisit. Malik se réveilla en apprenant que le procureur général, dans une tentative d'intimidation, avait ordonné l'arrestation de plusieurs figures clés du mouvement, y compris Farid, le jeune homme qu'ils avaient réussi à faire libérer plus tôt. Farid avait été emmené sans explication, et, cette fois, il n'y avait pas de caméra pour filmer l'incident. Ce genre d'attaque ciblée ne faisait que nourrir la haine des manifestants contre le système, mais il était aussi une opportunité pour Malik de redéfinir la manière dont il voulait mener cette révolution. Ce qui était en jeu était plus grand que la simple victoire immédiate. C'était une nuit particulièrement difficile pour Malik. Il passa de longues heures seul dans son appartement, son téléphone vibrant constamment avec des messages de soutien et des mises à jour sur la situation de Farid. Les nouvelles étaient terribles, mais au fond, il ressentait une étrange paix. Comme si, malgré les obstacles, une force plus grande était en train de se manifester.
Nous avons besoin de prendre l'initiative, Malik déclara à Rami, son ami fidèle et stratège du groupe. L'arrestation de Farid n'est pas simplement une attaque contre lui. C'est une attaque contre nous tous. Mais elle peut aussi être un tournant. Nous devons rendre cette injustice publique. Très publique. Malik regarda son ami, et un silence s'installa. Ils étaient tous les deux conscients que la situation devenait de plus en plus tendue. Pourtant, ils savaient que c'était le moment idéal pour agir. Le soutien mondial était déjà là. Si les autorités pensaient qu'ils pouvaient faire taire le mouvement en emprisonnant les leaders, ils se trompaient. C'était une erreur stratégique, car cela allait permettre au mouvement de gagner encore plus de visibilité. Nous devons organiser une manifestation internationale, Rami. Pas seulement ici, mais partout dans le monde. Faire savoir que ce n'est pas seulement Farid qu'ils persécutent. C'est une guerre contre tous ceux qui veulent que la justice soit rendue. L'idée d'une mobilisation mondiale était née. Malik et ses alliés passèrent les jours suivants à organiser cette grande marche. Le monde entier allait être témoin de leur lutte. Cela ne serait pas juste une manifestation de plus dans leur propre pays, mais un cri du cœur qui serait entendu à travers le monde entier. Ils comptaient sur la solidarité internationale pour augmenter la pression sur les autorités locales. En même temps, Malik décida de revenir à l'essence de son message, la résistance pacifique. Il chercha à convaincre ses amis que la violence ne ferait qu'alimenter la machine qu'il cherchait à démanteler. Son discours s'affina. C'était le moment de montrer que la véritable force résidait dans l'unité, dans la cohésion d'un groupe de personnes qui n'avaient rien à perdre, mais tout à gagner. La violence était l'outil des oppresseurs. Ils, eux, avaient l'amour et la solidarité comme arme principale. La date de la manifestation mondiale fut fixée. Des groupes de soutien se formèrent un peu partout dans le monde, de Paris à New York, de Londres à Kinshasa, de Buenos Aires à Sydney. Partout, des milliers de personnes se préparèrent à descendre dans la rue, à crier pour la justice, à soutenir ceux qui risquaient tout pour réclamer leurs droits. Lorsque le jour de la manifestation arriva, Malik et ses alliés se retrouvèrent dans une place centrale de leur ville, entourés de dizaines de milliers de personnes. Ce n'était plus simplement une protestation contre la brutalité policière. C'était un message universel pour la dignité humaine, la liberté, l'égalité et la justice. Il y avait des personnes de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les cultures. Il n'y avait pas de couleur, pas de nationalité. Il n'y avait que des cœurs battant à l'unisson pour la même cause. Le gouvernement, pris de panique, avait déployé des milliers de policiers et de militaires pour empêcher la manifestation de se dérouler. Mais les manifestants étaient prêts à tout. Quand la première ligne de policiers tenta d'empêcher les manifestants d'avancer, ils répondirent par des chants, des slogans et des pancartes. Leur voix résonnait à travers la ville et à travers le monde entier. Les autorités ne pouvaient plus faire semblant que tout allait bien. Au fur et à mesure que la manifestation avançait, Malik se sentit rempli d'une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'était comme si tout l'univers conspirait en leur faveur. Il savait que ce moment marquait un tournant. Ce n'était pas seulement la bataille de leur génération. C'était la bataille pour la justice, la liberté et l'égalité de tous les opprimés du monde.